Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Cette vidéo aujourd'hui pour parler de l'hypnose et du sport. Alors, j'ai pas mal de personnes qui me demandent ou qui me contactent au sujet de la possibilité de faire de l'hypnose dans le cadre du sport et en tout cas pour améliorer les perfs. Il faut voir que l'hypnose dans le sport n'est pas forcément ce qu'il y a de plus développé, même si on aime bien mettre en avant le fait que Michael Schumacher, par exemple, utilisait beaucoup ses trans lorsqu'il conduisait en F1. De manière générale, ce qui est assez commun dans le monde du sport, c'est la sophrologie. On a plus l'habitude de voir des personnes qui vont faire des séances de sophro pour se relaxer, s'apaiser, focuser, se diriger, plutôt que des personnes qui partent vers l'hypnose. Certainement parce que on a toujours la même problématique, l'hypnose garde quand même une image certes performante, certes qui donne des vrais résultats, etc. Mais on a toujours cette espèce de sensation probablement que le praticien peut contrôler une autre personne, alors qu'en sophro, vu que c'est très doux et que les sophronisations elles se font dans un certain temps, on n'a pas du tout le même accès à la discipline. D'ailleurs, moi j'ai eu la chance de commencer à connaître la sophro, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, avec des stages avec des personnes de l'INSEP, où à la fin de chaque séance, on avait le droit de faire pendant 20-30 minutes une méditation orientée qui était clairement de la sophro et automatiquement, c'est vrai qu'on récupérait mieux, on était mieux focalisé, etc., etc. Donc, comment on peut utiliser l'hypnose dans le sport? On peut l'utiliser de différentes manières. Ça dépend si vous êtes coach, ça dépend si vous êtes l'athlète, ça dépend si vous êtes un compétiteur ou si c'est simplement pour du mieux-être et du bien-être. Très souvent, on va demander l'aide d'un hypno pour un objectif qui est la compétition. C'est vrai que ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'on peut permettre à un athlète d'effacer des problématiques et d'ancrer de nouvelles choses. Je prends des cas concrets. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises des personnes qui sont dans le sport de combat de manière générale. Et je me souviens de plusieurs d'entre eux qui avaient eu des traumas suite à des KO sur un ring. Et bien sûr, ils devaient quand même recombattre. La problématique étant que quand on a pris un trauma par KO avec des coups, on a inconsciemment un ancrage qui n'est pas très agréable et on a le corps qui se souvient vraiment de cette problématique, de l'impact que ça a eu et une forme de peur. Ce qui fait qu'il est difficile parfois de remonter sur le ring et il s'avère, pour avoir pas mal de copains qui combattent, que des copains qui ont pris des KO parfois, qui ont voulu y retourner par envie de retourner sur le ring, se retrouvaient paralysés et reprenaient un second KO au combat d'après parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir du pattern, donc en gros du schéma qui avait à l'intérieur de leur esprit il faut que je fasse attention de ne pas me prendre un KO, il faut que je me protège. Conclusion, ils sont tellement focalisés dessus qu'ils se suggèrent eux-mêmes qu'ils vont s'en prendre un et que ça va faire très mal. D'ailleurs, quand on discute avec beaucoup d'athlètes à ce niveau-là, ils sont déjà en train de s'imaginer le pire, au lieu de se projeter dans le bon. C'est pareil pour des personnes qui font du rugby ou qui font du foot, où ils se disent « Ah, on va combattre, ouais, eux ils combattent pas, mais on va jouer avec telle équipe qui est particulièrement forte » et on voit qu'ils sont complètement démotivés, ils savent pas quoi faire, ils n'ont pas la niaque qui permet d'eux. Et c'est comme s'ils partaient dès le départ sur le terrain en étant complètement perdants. La problématique avec les traumas des défaites, c'est que, comme j'en avais parlé un peu dans la PNL, on a un principe d'ancrage. C'est-à-dire que quand on réussit, on a nos gris-gris. On a le t-shirt qu'on portait quand on a gagné, la chaîne qu'on portait, les chaussures, ça dépend du sport qu'on fait, les gants si on fait de la boxe, etc. Et on se dit, bon, à chaque fois que je vais remettre ces petits gris-gris, automatiquement je me sentirai bien. C'est un principe d'ancrage qu'on peut réutiliser avec un outil extérieur, les gants, la chaîne, etc. ou complètement sans ça, et c'est là tout l'intérêt de l'hypnose, de créer des ancrages de peak state, donc de grands moments émotionnels liés à un souvenir et à un pattern. Donc en gros, on crée vraiment un ancrage qui est fort pour que la personne, dès qu'elle commence à s'échauffer, qu'elle construit son pattern, elle rentre automatiquement dans
un souvenir qui lui permet de remonter émotionnellement et donc d'être au top. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de gris-gris. C'est-à-dire que si un jour le gris-gris casse, disparaît, est trop vieux, etc., il n'y aura pas une attente et même une croyance négative de se dire « Waouh, mince, j'ai perdu mon gris-gris, ça c'est mauvais signe pour le match. C'est mauvais signe pour la rencontre, etc. » Vous l'avez souvent avec des athlètes qui disent il faut absolument que je retrouve ça pour le match. Oui, mais tu vas utiliser. Non, non, non. Mais si c'est pas là, je me sens pas bien, je me sens vide, etc. Ils ont créé des ancrages. Donc ça, c'est des ancrages qui sont plutôt en positif. Et inversement, on a la même chose. On va avoir la même problématique sur du négatif. On a une série de matchs où ça n'a pas réussi, où à chaque fois, on va remonter à la compétition et se rendre compte que on n'est pas prêt, on ne se sent jamais assez prêt, on a peur, on a plein de stress, etc. Et de répétition en répétition, il suffit qu'en plus au training, on ait fait un mauvais sparring, de mauvais matchs, de mauvaises séquences techniques, et automatiquement, on va s'auto-saboter de plus en plus et complètement switcher vers une défaite qui est quasi inéluctable. L'intérêt donc de l'hypnose va être de permettre de recadrer tout ça, de permettre de créer du traumatisme ou de la problématique une neutralité, voire potentiellement, on peut même l'utiliser comme étant un stimulant. Après, ça dépend de la personnalité des personnes, mais de recréer une forme de niaque, de volonté, d'excitation, etc., qui sera vraiment là et qui sera mise en place pour le succès et la réussite. On utilise aussi beaucoup l'hypnose pour tout ce qui va être gestion du stress avant les matchs. Moi, je prends pour exemple, j'avais eu des personnes qui faisaient du badminton et d'autres qui faisaient du tennis, qui me disaient que très souvent, quand ils allaient en compète, la nuit d'avant, ils dorment très mal. Et plus la compète est prestigieuse et plus derrière, ils sont tendus, stressés, etc. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est comme si nous, on allait passer un examen et que pour nous, ça a de l'importance. Et automatiquement, on a une potentialité de réduire nos performances. On dit souvent, nous, dans les sports de combat, que même si on arrive à 100% le jour du match, le moment où on commence le combat, on est à 80 ou 70% parce que la pression, l'adrénaline, le stress, etc. va quand même nous couper les jambes jusqu'à ce qu'on retrouve une rythmique, si on la retrouve, une rythmique qui nous permet de reprendre nos perfs à 100%. Et là, l'hypnose a quelque chose d'intéressant parce qu'au niveau d'un travail de relaxation, d'ancrage de cette relaxation, de visualisation, de projection, de suggestion, parce que là on a vraiment ce principe-là qui va être très intéressant, que ce soit fait par soi-même, par exemple si on va seul au match de tennis, mais qui soit fait également par le coach. Et c'est là où, pour moi, il y a un vrai atout au niveau de l'outil que peut être l'hypnose, c'est que on peut driver, guider aussi bien le coach que la personne qui va faire son activité, qui va faire sa performance, parce que la sémantique que va utiliser le coach va permettre d'avoir des ancrages. D'ailleurs, très souvent, de manière inconsciente, pendant un match, qu'importe la discipline, on a souvent des mots ou des phrases qui ont été dites par notre prof qui nous reviennent automatiquement comme pour se recentrer. Si le coach arrive à exploiter vraiment toute cette notion-là d'exploitation de la sémantique juste pour mettre des ancrages qui vont booster, qui vont permettre de recadrer, qui vont permettre d'accélérer des performances, on est en train de gagner vraiment quelque chose. C'est-à-dire que c'est encore une fois du 50-50, c'est l'équipe qui va gagner. Le coach qui va orienter de par ses mots, sa parole, etc. Et l'athlète qui va pouvoir s'éveiller, se réveiller à chaque fois, à chaque fois qu'il va entendre ces mots-là. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que très souvent dans le sport, les coachs sont très maternants, ils sont très autour de leurs athlètes parce que il y a ce lien qui va se créer, ça crée automatiquement une transe de confiance qui est là. Il faut voir aussi que pendant qu'on s'entraîne, et là on retourne de manière générale dans la notion de transe, quand on fait du sport, alors que ce soit à haut niveau ou juste quand on va faire notre footing, quand on fait notre footing, au bout d'un certain temps, quand on a passé l'étape de je vais mourir, j'arrive pas à respirer, on rentre dans une transe. Quand on rentre dans cette transe, en réalité,
Alors quand on est tout seul, effectivement, on est dans une transe qui est fermée, elle n'est pas exploitable parce qu'on est dans notre monde. Par contre, quand on est dans une salle de sport, quand on est drivé, guidé par un coach, la transe, elle est automatique. Donc, on est dans cette transe et en plus, on a des suggestions qui sont faites en direct par notre coach, ce qui permet en fait d'ancrer beaucoup plus facilement des notions à l'athlète. Et c'est vraiment intéressant, moi, pour avoir eu la chance de le faire à la fin de cours avec des copains qui allaient combattre. Très souvent, en fin de cours, vu qu'on vient de passer 2 heures déjà physiquement à se dépenser, à orienter vers un objectif, à répéter techniquement, à en gros développer une transe, puis de cette transe, de l'approfondir avec nos répétitions techniques, avec les combats, avec la prépa physique, etc., etc. On est rentré dans un niveau de transe qui est quand même très élevé et ce qui m'a beaucoup impressionné au départ quand je le faisais, c'est que la plupart des athlètes à qui je le faisais partaient en 1 seconde. L'induction que je proposais, je voyais l'athlète mais partir très profondément, très vite, parce qu'il y a un vrai lâcher de prise. Je vous parlais de la capacité de lâcher prise avec l'hypnose. Vous allez vous rendre compte que quand vous venez de faire 2 heures de sport, automatiquement, votre lâcher prise, il est quand même beaucoup plus important que si vous étiez à une journée de travail analytique. Là, vous avez eu quand même un rapport avec votre corps, un retour vers le corps, donc vers non pas le subconscient mais l'inconscient, ce qui permet beaucoup plus facilement d'entrer en lien dans une transe. Et à partir de là, avoir des retours qui sont vraiment intéressants. Donc, on peut à la fois utiliser l'hypnose pour le coaching, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train de faire du seeding à chaque entraînement pour donner de la confiance dans ses athlètes, pour réorienter les peurs ou recadrer vraiment toutes les problématiques qu'il peut y avoir quand l'équipe a des tensions entre elles, pour régler les comptes, etc., pour éviter que l'homogénéité et l'esprit d'équipe dérapent. Le coaching et le seeding, la répétition des liens, etc., va énormément jouer. Il faut voir que traditionnellement, dans plein de sports, on le fait sans vraiment s'en rendre compte quand à la fin, on est en train tous de s'allonger, qu'on récupère et que le coach il est en train de parler. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que vu que tout le monde est en transe, si le coach utilise les bons mots, il va y avoir un ancrage qui va se faire. Et s'il se répète à chaque fois, en tout cas, il va y avoir une suggestion qui va être donnée. Cette suggestion, elle va être répétée à chaque cours. Alors, admettons qu'on s'entraîne 5 fois par semaine. À chaque cours, on entend à nouveau les mêmes mots, les mêmes notions. Donc, on est en train de seeder, ce qui va créer un ancrage, ce qui va faire que assez facilement, on va pouvoir orienter l'équipe. Moi, j'ai eu la chance de le voir avec certaines personnes où à force de répéter certaines choses, le moment où ils allaient sur l'aire de combat, le stress n'y était pas. Alors que d'habitude, c'était des personnes qui étaient très stressées. Et on n'a pas fait de séance spécifique de dire bon bah voilà, on va travailler sur la tension ou le stress que tu as en compète. Simplement, à tous les cours, répéter c'est bon, détends-toi, tout se passe bien, quoi qu'il arrive c'est bon, t'es chez toi, etc. etc. Ce qui, en fait, enlève cette espèce de tension qu'on peut avoir avant les matchs et de perte de repères. Pour exemple, moi j'ai un ancrage où à chaque fois que je monte sur une surface de combat, mon idée c'est de me marrer. C'est-à-dire que je vais me faire plaisir. Donc dès que je mets mes pieds sur la surface de combat, je suis juste là pour du plaisir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai un ancrage de plaisir, bien-être, éclate, etc. Partage un moment qui durera ce que ça durera, mais avec cette notion de plaisir. Ce qui fait que la notion de stress qui est post-activité disparaît complètement parce que j'y ai inclus une notion plaisir-rire juste avant, dans ma tête et physiologiquement. Donc, on peut petit à petit permettre à des athlètes de vraiment performer davantage. Ça peut permettre aussi, quand on voit vraiment la notion de l'athlète, de mieux focaliser, c'est-à-dire de mieux se focaliser sur un mouvement. On sait très bien que répéter, même sans aucun mouvement physique, un enchaînement, que ce soit foot, tennis, le coup droit du tennis, le revers du tennis, que ce soit des tirs au but, que ce soit un dribble, que ce soit
en boxe, une gauche-droite, etc., même si on ne le répète pas physiquement, l'esprit va avoir la capacité de créer, même physiologiquement, une espèce d'enregistrement des mouvements. C'est-à-dire que plus on va le faire dans un état de transe, même si on crée zéro mouvement, plus on va améliorer notre mouvement sans s'être entraîné forcément. Et on l'avait vu et on l'a vérifié souvent. Et là, j'ai eu la chance d'avoir la semaine passée un médecin qui me le confirmait, parce qu'il s'occupe de beaucoup de personnes dans la rééducation. Et il expliquait, beaucoup d'entre eux, je les fais travailler en transe, avec un boulot très simple de répétition de la technique, et encore mieux, et ça pour les praticiens qui travaillent un petit peu aussi bien en coaching que pour un peu aider à la rééducation, prendre la partie qui n'a pas de problème au niveau du partenaire, donc qui est optimum, admettons que je sois droitier, donc j'ai un super coup droit et qu'il faut que ce soit renforcé par ma gauche à un moment ou à un autre, toutes les compétences d'un côté, les ramener et nourrir de l'autre côté. Ce qui en fait va développer des facultés et des capacités dans toutes les parties du corps. Et ça, on peut le faire à chaque niveau. Donc, cette faculté qu'il va y avoir en transe à orienter et à développer de nouvelles capacités au travers des suggestions et donc de l'imaginaire de l'athlète qui va petit à petit l'inclure dans ses possibilités physiques et le mettre en place au fur et à mesure. C'est vraiment des éléments qui paraissent comme ça un peu fous parce qu'on se dit bon bah est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'un athlète développe ses capacités simplement avec des suggestions. Clairement, physiquement, il y a des hausses de perf qui peuvent être faites. D'ailleurs, on peut même le tester n'importe où, aller dans une salle de muscu ou aller faire du tennis ou n'importe quelle notion où on demande un peu de précision, par exemple, même du tir, et tester avant une transe, après une transe, avec des suggestions de concentration, d'aller vers le centre, de tirer droit, d'être clean, d'être puissant, etc. Vous vous rendrez vite compte que votre athlète, votre partenaire va très facilement améliorer ses stats parce qu'il va entrer dans cette transe. Après, il y a plein de choses que l'on peut faire avec l'hypnose. Par exemple, des personnes qui peut-être sont pas stressées au départ, mais montent très vite en pression et arrivent plus à gérer au bout d'un moment. Par exemple, s'il y a le score qui n'est pas à leur avantage, et ben, on peut recréer tout un conditionnement pour que la personne arrive facilement avec un mot, un geste ou quelque chose à se recentrer et à se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus dans le succès et dans la réussite. L'hypnose dans le sport, il y a vraiment énormément de choses à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus développé. Je sais que j'ai des copains qui commencent à toucher les équipes de rugby, qui commencent à intéresser pas mal de monde. Moi, je sais que, vu que c'est mon monde, j'aime bien le voir dans le monde des arts martiaux et des sports de combat, parce qu'il y a vraiment des jolies choses à faire. Et à terme, je pense que ça peut être vraiment très complémentaire de la sophro, parce qu'on n'a pas tout à fait la même manière de fonctionner, on n'a pas la même directivité, on va dire, qu'en sophro. Et je pense que la complémentarité entre hypnose et sophro peut être très intéressant parce que pour l'athlète, ça donne vraiment des plus avec des résultats qui sont derrière et qu'on peut très très facilement observer, ne serait-ce que pour une meilleure entente dans l'équipe, meilleure concentration, meilleure récupération. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et faire en sorte que l'hypnose prenne sa place dans ce milieu-là, parce que je pense que très sincèrement, ça peut dans les années à venir aider énormément d'équipes qui aujourd'hui n'utilisent peut-être aucun système, ni sophro, ni quoi que ce soit pour préparer ces athlètes, alors que les athlètes ont besoin énormément d'aide, d'attention, d'écoute. Quand on est athlète, on est vraiment... en fait, on n'a qu'un objectif, c'est le sport. Donc derrière, on s'occupe de rien. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un coach ou de la famille qui peut permettre de soutenir, d'aider, d'orienter. Là, j'allais dire le gamin, mais souvent, ouais, le gamin qui est à fond dans le sport pour pouvoir optimiser et l'orienter vers son objectif et la réussite de son objectif. Voilà,
Prenez ce qui est bon à prendre pour vous. Si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet pas mal de choses avec des personnes qui proposent des séances pour les sportifs. Il y a certainement aussi des audios pour les sportifs. Donc, cherchez, voyez. Prenez ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, le plus important, c'est que vous preniez ce qui est juste et bon pour vous, que vous rejetiez ce qui ne l'est pas et que vous deveniez petit à petit qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Be One. Ciao, ciao.